Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Après un bref petit tour d'horizon, je pense qu'il est toujours impossible de faire de l'intraday pour l'instant. Toujours beaucoup trop bruyant à Wall Street et toujours le verrou sur la volatilité. Ça ne rebondit pas en Chine, c'est ce qui me semble le plus important. C'est-à-dire que malgré les moins 5, en général, on retrace et on fait au moins 1,5, 2% à la hausse. Donc là, on n'a pas réussi. Donc je vais aller regarder la tronche de la session asiatique déjà. Je constate donc la UDNZD arrive sur les premiers objectifs de formation de l'autre borne du range. Donc on a donc ici la troisième borne, celle que si vous voulez vous allez pouvoir prendre à la vente pour les traders non débutants. C'est-à-dire là on a bien les niveaux, donc vous tradez si on vient chercher 76,4 à 0,70, les autres vous attendez. Ceux qui veulent agressivement jouer le repli du range, pourquoi pas. Ceux qui ont acheté la partie basse, on arrive dans les zones de prise de bénéfices. Donc là, normalement, vous remontez les stops en gain et le TP se fait sur le 61, le 76,4 pour ceux qui sont un peu chauds et qui veulent viser un peu plus. Moi, pour ma part, je n'ai pas joué le bas du range, donc je ne fais rien d'autre qu'attendre. Dans ce range, on voit déjà la polarisation positive qui se met en place pour l'instant. Bon, après, je ne pense pas qu'on soit à l'aube d'une sortie haussière. Je ne pense pas que le range ici ait terminé sa consolidation. Je pense qu'il nous reste donc encore une vague à faire pour revenir chercher les contextes 4 heures, ce qu'on a donc dit hier. Donc je reste en place, mais donc AUDNZD avance dans le sens du marché. Le yen index, la sortie est assez propre. Maintenant, je vais voir, attention, c'est pas non plus terminé. Et donc normalement, cette trendline devrait maintenant jouer son rôle de support, à savoir donc on vient venir probablement chercher la résistance. Je vous rappelle qu'on ne prend pas un trade en breakout comme ça, avec une accélération, donc il faut que ça marque une résistance par là et qu'on la réattaque derrière, c'est là où ça deviendra beaucoup plus intéressant. Donc à savoir, ici je veux donc une contexte, canal de tendance et bim. Donc ce que j'attends ici sur le yen index, c'est un repli dans les prochains jours, puis une attaque forte. Et c'est à ce moment-là où normalement je ne vois pas comment les marchés américains pourront survivre avec un yen haussier et un dollar baissier. Pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes, à savoir Trump peut faire une merde et une pagaille pas possible, le marché s'en cogne comme de l'an 40. Je vous ai dit d'être prudent hier et j'ai bien fait. Voilà à quoi ressemble la session américaine. Voilà. Alors eux, c'est no stress, no panique, rien du tout, on achète. Voilà. Donc c'est du grand n'importe quoi, ça on est bien d'accord, ça n'a aucune logique. Il y avait un contexte baissier, des signaux baissiers, un momentum baissier, bref, tout ce qu'il fallait pour aller enfoncer un support. Et non, parce qu'à Wall Street, les supports, on les achète. Qui est une bonne nouvelle, qui est une mauvaise nouvelle. Alors quand il y a une bonne nouvelle, on franchit de la résistance, ça c'est clair et net. Quand il y a une mauvaise nouvelle, les supports, non. Donc ça normalement c'est un signe de tendance haussière, encore faut-il qu'il y ait une tendance haussière derrière, ce dont moi je ne suis absolument pas convaincu, mais pour l'instant les prix ne veulent pas suivre, donc je suis obligé d'attendre. Donc pour l'instant, ça fait joujou. Tant qu'il ne se passe rien, je ne peux rien faire. Tant que le VIX n'implose pas, même si ça, clairement, accident de parcours. Moi, ça me rappelle timidement ça. C'est-à-dire, regardez, à l'époque, tout était sous contrôle. Et puis, ah, putain, merde, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et derrière, on s'est dirigé gentiment vers les 30 avant d'aller faire 35. Et je pense sincèrement que cette fois, on va s'arrêter plutôt vers 50, voire 60, si jamais ils se prennent une claque dans le slibard, ce qui me semble être le plus probable. Donc pour l'instant en daily on patiente, on attend. De toute façon vous avez bien vu cette trendline elle est tellement haussière qu'on va pas, c'est pas le genre de trendline qu'on tient. Vous voyez, on peut la tenir en support, mais on finira par repasser dedans. Sinon vous imaginez en juillet on aurait 25 en termes de support. Donc enfin en mi-juin on aurait 25 en support. Donc ça me paraît un peu tendu comme ligne, mais je pense que encore une fois cette saisonnalité qu'on avait initiée, enfin qu'on avait vue, correspondait à un schéma d'accélération lié à la prise de risque parabolique et débile qu'on avait à Wall Street. Donc ils nous ont rejoué le coup ici. Alors franchement, c'était fort parce qu'il fallait réussir à le faire, mais on maintient quand même donc un plus bas, plus haut, malgré toutes les, rappelez-vous ici, toutes les attaques baissières complètement débilos qu'on a vu, où ça attaquait en intraday, ça durait moins d'une seconde, mais les prix étaient imprimés. C'était tout ce qui était important. Bref, on n'arrive pas à casser le plus bas ici. Ils ont essayé et là, ça couine. Alors il y a beaucoup de shorteurs de volat. Et je leur souhaite d'arriver à sortir avant que ça déconne, parce que évidemment là c'est comme les chaises musicales, tous les derniers ne pourront pas s'asseoir. Là ils sont des centaines à avoir joué entre guillemets, et il y a 3 chaises pour s'asseoir.
Il n'y en a que 3 qui sortiront, les autres, ils vont perdre de l'argent, et ceux qui seront enfin en queue de liste, les plus lents, eux, ils seront carrément ruinés. Donc pour l'instant, on reste là-dessus. Je vous avais averti des risques systémiques sur le VIX. Je n'ai pas dit que c'est ça qui allait faire partir le marché en vrille, mais je vous ai noté hier, et c'était le thème de l'émission, attention au VIX. Voilà, donc de dire, on connaît ces schémas paraboliques. Comme par hasard, on avait prédit qu'il y avait un truc dangereux qui pourrait se passer vers le mois de mai, et bim, ça sort. C'est typiquement le genre de truc qui peut faire littéralement imploser toutes les positions vendeuses sur la volatilité. Mais évidemment, hier, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se battent, c'est ce que fait l'Américain de base quand il a tort, il refuse. D'abord, c'est le déni, et puis la prise de conscience, et puis le paradigme opposé, c'est-à-dire la panique. Donc pour l'instant, tout va bien, mais il commence à comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas bien. C'est-à-dire qu'un professionnel, là, il se dit, oh putain, merde, on commence à être dos au mur. Si on se tape 3 jours de hausse de la volatilité, on est complètement mort. Bon, on est mardi, je pense que la semaine s'annonce explosive, puisqu'on a donc déjà commencé par casser le plus bas de la semaine dernière. Donc en gros, on a fait le boulot lundi, et tout à fait possible que mardi, mercredi, il se passe que dalle, et qu'on attaque jeudi et vendredi, on enfonce le clou. Tout ce qui m'importe, c'est qu'on clôture la semaine en bas. Avec ce genre de news flow, je ne vois pas comment on peut terminer une semaine avec une mèche basse. Alors il y a encore des choses qui me surprennent dans le marché, hein, bien évidemment, mais là, des trucs comme ça, j'avoue, je ne comprends pas. Hein, voilà, donc des sessions comme ça à Wall Street en daily, il y a vraiment quelque chose qui queen. On a des signaux hebdo, encore une fois, on n'aurait jamais dû avoir tout ça. Tout ça, c'est basé sur du vent et sur des mensonges en plus. Et on en a la preuve aujourd'hui. Hein, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, les mecs nous ont vendu un deal, le deal va être fantastique, le deal est là, il fait quoi hier? Il nous dit, ah ben en fait, peut-être qu'il va falloir forcer encore un peu le clou pour avoir un deal. Ça veut dire que d'une, il n'y a pas de deal, que s'il y a un deal en cours, il est tout merdique, et que bah voilà, ça c'est la réalité. Donc encore une fois, le marché devrait se raccrocher un peu à la réalité après s'être fait vendre du rêve pendant pratiquement 3 mois, et surtout en ayant acheté ce rêve. Parce que se faire vendre du rêve, c'est pas très très grave, mais si vous le payez, bah, il ne faut pas que ça se retourne derrière. Donc le principe, c'est de dire, moi ce jeu dangereux, me semble que là, la rationalité, c'est plutôt déjà on revient par là et on voit un peu comment ça se déroule, on revient tester les tendances haussières. Voilà. Pour moi, zéro pullback sur un canal de tendance haussière quand on vient d'enfiler comme des débiles 23% pendant 130 jours, je pense qu'il y a comme un petit problème. Voilà, au bout d'un moment, il faut quand même se dire, ça, c'est pas une tendance, et si ça en est une, il va falloir qu'on revienne la tester. Et c'est si là, ça réagit à l'achat, éventuellement, on pourra constituer une tendance haussière. Bon, elle n'aura aucun fondement pour ma part, mais elle sera au moins là. Donc là, tant qu'on continue à arracher comme des débiles, moi je peux pas travailler. Donc bah écoutez, hier c'était waouh, enfin on va peut-être pouvoir bosser. Ce matin c'est ouais bah non, il va falloir attendre encore quelques jours. Donc j'attends patiemment. Sur le S&P 500, on voit bien que c'est n'importe quoi. Hein, voilà, donc j'ai repris une vente hier ici. Donc c'est bien pour l'instant, j'arrive à choper les sommets. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé à Wall Street. Mais donc voilà, j'arrive enfin à choper les sommets, ça veut peut-être dire qu'il y a enfin des spéculateurs qui arrivent dans ce marché, donc je reste quand même encore faiblement exposé, c'est-à-dire je prends des trades intraday et je sécurise, et je garde le levier en swing, et voilà. Donc là je pense qu'on accumule, on forme un triangle, tout le monde l'a vu, hein, voilà. Donc je ne sais pas trop comment on va l'organiser ce truc-là. Qu'est-ce qu'il fout là, encore une fois, ce triangle? Donc je vais constituer tout simplement un range, hein, je vais dire tant qu'on ne casse pas cette bande là, c'est baissier, et puis on verra bien. Bref, donc si ce truc là revient à faire support, ce qui me paraîtrait complètement dingue, hein, en gros ça veut dire ouais non mais Trump nous annule complètement les 3 mois de rêve qu'il nous a vendus, mais c'est pas grave, surtout qu'on retrace mais rien du tout, hein, là c'est juste encore une fois c'est peanuts comparé à la phase de hausse. Donc c'est vraiment dangereux parce que encore une fois la réalité, elle est vraiment pas belle. Alors oui, on a eu des bons chiffres aux États-Unis, mais c'est un bon chiffre. Il peut être révisé à la baisse le mois suivant déjà. Et puis, il n'y a que ça, en fait, qui s'améliore. Faut être quand même conscient que les PMI manufacturiers sont toujours pas très très bons. La guerre commerciale, c'est pire. On est en train d'augmenter le niveau de la pression. Donc, alors les Chinois pour l'instant disent ok c'est bon on va quand même revenir à la table de négociation la semaine prochaine, mais au bout d'un moment il va falloir se poser la question, est-ce qu'un deal va arriver tout simplement, ou est-ce que Trump va continuer d'augmenter ad vitam aeternam les tarifs
et le yuan de continuer de se faire dévaluer ad vitam aeternam pour contrer les tarifs. Donc c'est possible, hein, mais c'est un jeu de con en fait. Le principe c'est juste qu'on détruit la confiance et en attendant on ne produit rien du tout de positif. Donc pour l'instant on fait que détruire et on construit rien du tout. Et on voit bien que d'ailleurs c'est quasi impossible de construire des choses. Ça fait quand même 15 semaines, je crois, un truc comme ça, qui discutent, et qu'on n'a toujours pas le moindre résultat. Pire, il faut que Trump hausse le ton, alors que c'est absolument pas lui qui est en position de force, mais bon, c'est toujours pareil, c'est les Américains, ils se croient toujours plus forts que les autres. Bref. Donc pour l'instant on peut rien faire. Donc le Forex, il n'y a que la UDNZD qui m'intéresse ce matin. L'eurodoll, tout ça, on attend. Tant que le dollar continue sa légère décrue, on attend qu'il décroche. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, attendez-vous à la formation d'un triangle ici aussi. Hein. Dites-vous bien, si les US veulent pas que le marché se casse la gueule, ils vont tout faire pour comprimer. Hein. Donc le principe c'est de dire, oh putain, faut vite tout de suite jeter de l'extincteur. Jetons l'extincteur avec tant qu'on y est, hein, voilà, c'est de dire il ne faut absolument pas que ça dérouille. Si ça dérouille sur le dollar, ils sont morts sur la volatilité, morts sur les actions, ils sont morts tout court. Hein, et c'est surtout que, je vous rappelle que de cette guerre commerciale, pour l'instant les US n'ont souffert que peanuts. Et pour l'instant, je vous rappelle aussi que sur la fin du cycle économique, c'est eux qui ont le plus de pognon à détruire et de probablement perdre leur étalon dollar en bonus. Donc c'est de dire, voilà, moi je pense que les paris spéculatifs sur le dollar et les actions américaines, c'était le truc de 2017 et 2018. Je pense qu'en 2019, on déconstruit tout ça, voire on l'efface entièrement. Et encore une fois, sur l'échelle des tendances mensuelles, hein, on n'est pas du tout sur des trucs cataclysmiques. Hein, de revenir là, ça fait oh mon Dieu, putain, c'est la fin du monde. Bah non, c'est juste un pullback. Voilà. Donc, hein, encore une fois, dans un premier temps, c'est pas la fin du monde, mais comme Trump base sa réélection là-dessus, il y en a beaucoup qui se disent on peut pas parier contre la Maison Blanche et contre la Fed, et pourtant vous verrez bien que ce seront les premiers à le faire quand ça baissera. Les actions, on peut toujours rien faire. Pareil, hein, donc je maintiens les billets en cours, à savoir des ventes un peu partout. Mais pour l'instant, ça patine, donc je fais rien de bien plus fort. Iliad, voilà, donc là, on est carrément hors jeu, donc ça ne veut pas baisser. Alors ça me gêne, mais c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'on prépare déjà la vague 1 ici, hein. Donc là on est sur 5 impulsions, enfin 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Donc là on va probablement pousser. Je ne vais pas prendre en cours de route, hein. Je n'achète pas une médiane de range, mais je pense qu'on peut valider ça donc comme notre excès final. Apparemment il n'y a pas d'excès en plus. Sur Iliad, on retrouve un momentum positif, on va tirer le cycle haussier ici, hein, donc je m'attends à une petite extension, et derrière, normalement, une vague 2 qui reviendra chercher ces zones-là. Donc normalement, on va dire bonjour au contexte, essayer de le renverser, faire une correction. Donc moi, j'essaierai d'attraper la correction. Ici, ça ne m'intéresse pas sur les zones de prix. Ceux qui veulent le faire, oui, hein, vous prenez un trade ici, vous visez 1 pour 1 avec un stop sous le bottom. Et une fois que vous êtes là, vous commencez à prendre un petit gain pour commencer à financer vos stops ensuite. Moi, bon, Iliad et les achats dans le marché en ce moment, je ne suis pas super chaud. Donc, je préfère attendre le pullback de vague 2. Hein. J'ai raté donc le trade spéculatif de fin de tendance, mais il y a un range qui va se former. Il n'y a pas d'urgence pour ma part là-dessus. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire ce matin. Donc, pas d'intraday, pas de swing. Donc, on va parler des scalpings. Donc ce matin, on va parler très rapidement donc, de ça. Alors pas Market Watch, ça on s'en fout. Allez, tu veux bien charger mon petit? Voilà. Donc AMP Global, hein, donc c'est mon ancien broker futur. Bon, ça fait un moment que j'avais clôturé tout chez eux parce que ça ne me servait plus à rien, que je payais des frais pour rien. Donc je vais y retourner, hein, très probablement. En tout cas, tant que Wall Street maintiendra son verrou sur la volate et qu'ils ne nous foutront pas la paix pour faire du swing, je vais être obligé de gagner un peu d'argent parce que là, sincèrement, quand même, ça commence à me gonfler. Hein. On est en mai, j'ai toujours pas d'argent dans la caisse, ou très peu, et ça commence sérieusement à me gonfler. Donc il va falloir que je me remette au boulot sur des time frames exploitables. C'est-à-dire que si le swing c'est mort et que ça revient jamais, hein, on ne sait jamais, les US peuvent très bien nous écraser la volate pendant 6 mois encore et je ne vais pas passer 1 an sans gain. Donc il faut que je prenne du pognon quelque part et ça, comme par hasard, j'ai un peu l'impression que ça m'est tombé du ciel pile poil au bon moment parce que bon, moi je peux faire du futur, il n'y a pas de souci, hein. Je traitais sans problème un mini S&P, ça me gênait absolument pas par rapport à la taille de mon compte, mais c'est pas le cas pour tout le monde et du coup je voulais pas en parler parce que j'aime pas vous parler de trucs
si vous ne pouvez pas les faire, ou alors vous faire un teasing à la con, où je vous dis, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas d'argent, enfin si vous avez moins de 10 000 moins de 20 000 sur le compte, et je sais très bien que vous allez le faire quand même derrière. Donc je préférais ne pas en parler. Donc là, on va pouvoir parler scalping maintenant, et tout simplement parce que, waouh, ça y est, on va avoir des micro-contrats sur les futurs. C'est-à-dire vous allez pouvoir trader un marché réel, pas un CFD, parce qu'encore une fois, un CFD, c'est un accord entre vous et un broker, et la plupart se sont déjà plus ou moins fait épingler, parce qu'ils ne respectaient pas leur part du contrat, à savoir, ils ne vous fournissent pas la contrepartie. En réalité, ils s'en foutent, ils prennent votre pognon, comme ils savent que vous allez avoir tort, ils ne se couvrent pas sur le marché réel, ou ils se couvrent avec des méthodes plus ou moins douteuses. C'est-à-dire que ils font de l'agrégate, quoi, c'est-à-dire que c'est une sauce interne dont personne ne connaît la formule et tout le monde mange la même patouille. Donc bref, enfin moi ça me gêne un peu, toujours pareil, c'est-à-dire que quitte à traiter un truc, je préfère trader l'actif réel, le sous-jacent réel, et pas les produits dérivés, des dérivés, voilà, bref. Enfin, le CFD c'est très bien, encore une fois, je vous dis pas que le CFD c'est pas bien, je vous dis juste, voilà, à ce niveau de précision-là, le futur, c'est mieux. Voilà, parce que déjà, vous avez la garantie que le broker ne va pas vous niquer, parce qu'il n'y a pas de broker, voilà, tout simplement. Et vous intervenez sur un marché réel, et voilà. Donc là, en fait, le broker, c'est juste un intermédiaire entre vous et le marché. Alors que là, le broker que vous avez en CFD, c'est un intermédiaire entre vous et lui. C'est quand même un peu polarisé. Mais bon, voilà, si vous êtes chez les grands brokers, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, hein. Ils font quand même bien leur boulot et ils sont assez bien régulés, relativement bien, on va dire. Bref, donc l'avantage ici, c'est ça, c'est traiter un vrai sous-jacent. Là, vous allez pouvoir donc traiter normalement un micro S&P 500 à 5 $ du point, c'est-à-dire 5 fois moins que l'e-mini S&P. Et tout simplement, donc, c'est 10 fois moins que le réel, qui est à 50 $ le point. Et donc le principe, c'est que là, c'est un contrat futur, on vérifiera la liquidité, tout ça, mais c'est surtout que vous allez avoir un carnet d'ordre. Donc le S&P 500, le carnet est tellement liquide que je m'attends quand même à ce que le carnet d'ordre du micro futur soit liquide également. Et ça nous permettra d'utiliser le carnet d'ordre, ce qui est absolument pour moi obligatoire pour faire un scalping de qualité. Donc le principe est que, bon, évidemment les frais sont un peu plus chers qu'un mini, parce que c'est toujours pareil, plus on fait un mini-contrat, plus il faut se rémunérer. Donc voilà, le micro-contrat, les frais ne sont pas complètement négligeables, mais quand même beaucoup moins chers de toute façon qu'un CFD. Je vais vous expliquer comment on calcule ça. Alors, où est-ce qu'ils ont mis? Alors voilà, et c'est ça qui est important, d'accord? Donc le plus important, c'est ça, c'est que en fait, voilà, si vous arrivez à comprendre ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que donc les micro e-mini S&P 500, ce qu'on va travailler en scalping. Moi, je ne scalpe pas le dos, hein. Je sais, il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est le dos. » Le dos, c'est pas pour les scalpeurs. Je suis désolé, un scalpeur scalpe le S&P 500 et pas le Dow Jones. Donc, bref, on scalpe toujours l'actif le plus liquide, donc le S&P 500. Et bref, donc le S&P 500, la marge par jour pour un micro-contrat, 40 $. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir scalper avec des petits comptes, puisqu'on vous demandera, si vous prenez le trade en intraday, c'est-à-dire vous l'ouvrez, vous le fermez dans la même journée, pas d'overnight, on vous demandera une couverture de 40 $ par trade, ce qui veut dire que vous allez pouvoir maintenir des niveaux de marge très intéressants sur vos comptes. Autrement dit, avec un compte à 3000, 4000, vous pouvez trader ça sans aucun problème et sans aucun risque de margin call et autres conneries du genre. Donc bref, vous allez pouvoir faire ça, et ça me paraît bien, et ça me paraît même très bien, et vous allez surtout pouvoir traiter plusieurs micro-lots, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'avantage du micro-lot, c'est que vous en prenez deux, vous en soldez un, et vous pouvez en garder un pour un horizon un peu plus grand. Je vous expliquerai toutes ces stratégies-là, on ne va pas faire ça aujourd'hui, j'ai pas le temps. Mais voilà, donc je vous montre un peu le truc. Donc le principe, c'est de dire ça. Le contrat micro, ce sera donc 5 $ la valeur du S&P 500 en couverture normale, mais si vous traitez en intraday, c'est-à-dire si vous restez entrée-sortie dans la même journée, ça ne mobilisera que 40 $ de plus, enfin que 40 $ sur la taille de la position. Voilà. Oui, voilà, donc du coup, c'est 5 $ le point de S&P 500, donc par exemple 2728 à 2729, ça coûte 5 $. Donc vous savez que le S&P ça cote par quart de point, d'accord, c'est 0,25. Alors c'est ça qui m'a toujours fait marrer, hein, c'est que le futur, voilà, cote à incrément de 0,5. Normalement vos actifs à vous, là, vos CFD,
enfin Yama aussi, hein, sont indexés normalement sur le futur, mais nous on code comme on veut à la virgule flottante. Bref, voilà. Bon, donc c'est toujours pareil, c'est très marrant comme truc, mais bon. Bref, donc 1,25 $ par tick. D'accord. Donc l'objectif en général, quand on scalpe sur un produit liquide, on va chercher 1 point, 1 point et demi, donc 5-6 ticks sur un scalp. Donc 5-6 ticks, ça veut dire qu'un scalp normalement va vous rapporter à peu près 10 balles, quoi. C'est à peu près ça. Voilà. En ordre de grandeur, c'est pas tout à fait, mais voilà. L'objectif, c'est donc un scalp, ça doit vous rapporter 10 balles. On scalpe en général une dizaine de fois minimum par jour, entre 10 et 30. Donc voilà, ça me paraît tout à fait raisonnable pour ceux qui veulent le faire. Le scalping, c'est quand même un métier à risque, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas gagner à chaque coup. Hein. Sinon, ce serait un peu trop beau. Sinon, je vous ai donné la formule miracle pour devenir millionnaire. Mais non, non. Alors, rassurez-vous, hein, vous n'allez pas gagner 10 balles à chaque fois. Grosso merdo, sur une dizaine de trades, vous allez en avoir 3 perdants. Un qui perdra les 10 points, qui perdra 10 balles. Ça c'est sûr, peut-être 2, et un troisième qui sera clôturé à 0, quoi. Donc sur 10, vous en gagnerez que 6 probablement, donc on va dire 2 nuls et 2 perdants. Okay, donc ça fait que en faisant ça, d'accord, tous les jours, vous ne pourrez pas espérer gagner plus de 20-30 balles par jour. Hein, voilà. Si vous prenez 2 contrats, ce sera le double. Voilà. Mais évidemment, à chaque fois, il faut que la taille du compte suive. Bref, on fera tout ça plus tard, et puis il faudra que je vous montre les techniques, parce que si vous faites ça n'importe comment et que vous dites super, je vais gagner de l'argent facilement, voilà, encore une fois. Chaque fois que vous associez ces deux mots, c'est qu'il y a un problème qui arrive derrière. Alors, on va chercher plus loin les tarifs. Donc, moi, je vais me renseigner avec eux, parce que vu qu'on est nombreux maintenant, j'ai quand même une force de frappe que je n'avais pas avant. Donc, je vais essayer de voir si je ne peux pas nous négocier ça, c'est-à-dire avoir un prix. Nous avons un tarif, si on arrive à plusieurs, et sinon normal qu'on ait un tarif. Moi, c'est celui-là que j'aimerais avoir, donc le 1K membership, il faut que j'arrive à savoir ce que c'est. Parce que si on a ça, là c'est quand même vachement plus intéressant. Et le dernier truc qui est fantastique, c'est que les cocos, on va pouvoir trader avec TradingView, enfin. C'est-à-dire que là, ce qui est cool, c'est que ça, AMP, c'est compatible CQG. Bref, en gros, on va pouvoir trader directement depuis les graphiques avec un carnet d'ordre, tout ce qu'on veut. Enfin bref, ça va être très bien. Donc ça me plaît bien, moi, cette idée-là. Il est où le e-mini S&P? Voilà, hop, micro S&P, MES, d'accord. Voilà combien ça vous coûtera. Donc per side, vous savez qu'un contrat, il faut l'acheter puis le vendre, hein, ou le vendre puis l'acheter si vous vendez. Donc en ce qu'on appelle un round turn en anglais. Donc là, en gros, ça vous fait quand même donc le round turn du S&P 500. Alors c'est quand même un truc de ouf. Hein, donc le round turn S&P 500 à 0,25 centimes. Si on arrive à avoir ce prix-là, c'est imbattable. Comme on a dit, hein, un tick, c'est 1,25 $. Là, c'est 0,25 de fees, à laquelle vous ajoutez 10, d'accord, et c'est per side, d'accord. Donc là, il faut multiplier par 2, donc c'est 0,20 plus 0,25, ça nous ferait 0,45 de fees pour trader un vrai contrat futur. Alors pardon, c'est mini S&P 500, mais c'est pareil, hein, donc 0,25 plus 0,20. Là, ce serait le truc de ouf. Bon, si on n'arrive pas, il y a le flat rate, d'accord, c'est-à-dire le classique. Hein. Donc là, vous êtes à 0,74 plus 0,20, donc ça fait grosso merdo 1 $, l'aller-retour, d'accord. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est 1 $ que vous payez, c'est-à-dire que vous payez en gros un tick sur vos 6 ticks. Là, ça commence à devenir un peu plus gênant, mais c'est toujours normalement profitable. Au-dessus de ça, c'est vraiment gênant. Là où c'est moins intéressant, d'accord, c'est quand vous travaillez sur ça. C'est-à-dire que si vous faites du volume tier, c'est-à-dire en fait, c'est merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, c'est trader en fonction du nombre de contrats, d'accord. Donc là, ça dépend de vos nombres de contrats, d'accord. Et là, c'est per side, hein, d'accord. Donc c'est-à-dire que si vous faites ça, c'est pour les petits comptes, ceux qui auront moins de 10 000. Vous serez obligé de faire du volume tier et vous aurez et en fait, vos prix vont baisser au fur et à mesure du nombre de contrats que vous allez trader. Mais bon, les prix là sont beaucoup moins attractifs. Là, on passe à 0,80, d'accord, enfin 39 fois 2. Donc là, on est vraiment à 1 $. C'est là le moins intéressant. Moi, je vais être là-dedans. C'est là où, moi, évidemment, c'est le bonheur. C'est-à-dire que pour moi, c'est plutôt intéressant parce que moi, même avec des petits... bon, mais je vais quand même traiter... Si je reprends le scalping, pas à plein temps, hein, mais voilà, si je reprends le scalping, moi, je suis là. Hein, je suis à plus de 10 000 contrats par an. Donc, voilà. Ça, là, c'est très intéressant. C'est le tarif top niveau. Voilà. Ok, je vais essayer d'avoir ça, comme ça tout le monde pourra profiter de tarifs avantageux. Si je peux pas, voilà, moi je vais profiter de ça. Vous aurez probablement ça ou le flat rate. Ok.
Dans tous les cas, ça reste intéressant. Il faut bien que vous compreniez un truc. On va aller sur le marché. Comme ça, je vous montrerai ce que c'est que cette histoire. Donc, on met le S&P 500, d'accord? Donc, SPX 500, le futur, le classique, ok. Donc, dites-vous un truc, ok? Là, si vous prenez ce qu'on appelle le bid et l'ask, alors normalement, je pense qu'on peut les mettre. Je ne sais pas si on peut me... Voilà. Mais vous voyez bien de quoi je parle, hein. En gros, le prix d'achat, prix de vente. Bid, c'est votre prix de vente. Et l'ask, c'est le prix d'achat. Et en gros, ça représente toujours un truc comme ça. Vous avez deux lignes, d'accord. En général, les brokers vous en mettent une rouge, une bleue, histoire de... Voilà. Histoire que vous compreniez. En gros, ça, c'est le prix que vous vendez. Ça, c'est le prix que vous achetez, d'accord. Il faut bien comprendre que sur un broker CFD, habituellement, hop, on vous met le bid. Voilà. Et en général, l'ask, il est 0,6 points au-dessus. Donc, vous dites, là, mon bid, il serait à, je sais pas, attends, j'arrive pas à voir du coup, 29, 24, 8, donc on serait à 29, 25, 4 pour un minimum de spread sur le S&P 500, d'accord. Normalement, vous allez même en une minute, voilà. C'est-à-dire que là, quoi qu'il arrive, ça c'est le spread, c'est ce que vous payez chez le courtier, d'accord. Puisque quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas acheter moins cher. Voilà, bref, donc vous êtes obligé d'acheter au marché avec un spread, ce qu'on appelle, donc 0,6. C'est le minimum que vous avez en général chez les brokers. Il y en a certains qui vont même jusqu'à 1 point, bon c'est rare. Mais on va dire aujourd'hui c'est 0,6, 0,5. Donc 0,5 c'est quoi? C'est 2 ticks, d'accord? C'est 2 ticks et un peu plus. 2 ticks plus la marge du broker, en fait. Pour vous expliquer comment ça fonctionne. Enfin, il y a un tick plus la marge du broker qui prend, entre guillemets, 0,3 et quelques pour lui. Donc, le principe, c'est qu'en fait, vous payez 2 ticks. D'accord. Donc, en fait, là, les frais sur un CFD, c'est 2 ticks. Et en plus, vous n'avez pas les volumes réels, vous n'avez pas un vrai sous-jacent, vous détenez que dalle, si ce n'est un contrat avec votre broker. Qui peut évidemment faire un peu ce qu'il veut, et en plus vous montrer les cotations qu'il veut. Bon, normalement ils sont plus ou moins sérieux, mais là voilà, bon sur le S&P personne ne triche, hein, c'est tellement liquide qu'ils ne peuvent pas essayer de vous entuber. Mais bref, le principe revient à dire, là vous allez pouvoir avoir pour moins cher un carnet d'ordre, un futur. Alors il faut quand même payer les flux, hein, mais le flux c'est 5 $ par mois, je crois, un truc comme ça. Pour trader que le S&P 500. De toute façon, quand on scalpe, je vois souvent donc, des scalpeurs qui regardent ceci, cela, le truc à gauche, le truc à droite. Non, non, quand on scalpe, on regarde que ce qu'on scalpe. Ça ne sert à rien d'aller regarder le Dow Jones quand vous scalpez le S&P 500. Hein. C'est le plus liquide, c'est lui qu'il faut regarder. Par contre, si vous scalpez le Dow Jones, il faut regarder le S&P 500. Hein. Mais normalement, si vous regardez là où les contrats se traitent, il n'y a pas besoin d'aller regarder ailleurs. Donc, il faut concentrer son énergie là où c'est important. Et de se dire, voilà, si on doit trader le S&P 500, on le tradera avec un carnet d'ordre. Normalement, on aura accès au carnet d'ordre ici, rempli, c'est-à-dire qu'on pourra voir les zones de demande et nos indicateurs. Et voilà comment on travaillera ça. Et je vous expliquerai, c'est pas bien compliqué. Hein. Et donc le principe, c'est que là, ce truc-là, qui est normalement un truc de professionnel, vous allez pouvoir le faire avec des petits comptes. Alors c'est une énorme nouveauté, hein, voilà. Mais il y aura des trucs à valider encore. Il faut que j'arrive à négocier les tarifs. Et puis surtout, il faut que je vois s'il n'y a pas des frais cachés, des trucs comme ça, parce que c'est toujours un peu pareil. Quand vous avez une offre commerciale, bon, j'ai déjà bien cherché. Pour l'instant, j'ai rien trouvé qui m'ait alarmé. Donc, je finirai de surveiller. Il faut regarder derrière les flux de data et compagnie. Hein. Mais donc, le principe, c'est que derrière, vous allez pouvoir vous connecter CQG. Hein, c'est-à-dire que ce qui est bien en plus, c'est que voilà, si vous captez un peu le truc, là, vous lirez tout ce merdier. Voilà, c'est que les flux futurs là, en temps réel, qu'on va payer avec CQG du coup, hein, enfin qu'on va payer chez AMP. Enfin, moi que je vais payer chez AMP. Je ne sais plus où ils étaient les frais. Voilà, je vous les avais mis. Voilà, donc ça c'est data fees, ok. Donc moi je m'en fous honnêtement si je dois scalper. Par exemple, je ne vais pas payer un futur VIX. Alors, rien à branler, je ne vais pas trader du VIX. Donc moi le principe c'est de dire les marchés Eurex, pareil, qu'est-ce que j'en ai à branler? Ça m'intéresse pas. Je ne vais pas payer 20 balles par mois en plus pour voilà. Bon, bref. Donc le principe c'est pareil. Le cash du S&P 500, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je pourrais les prendre, hein, par exemple. Bon, voilà, c'est un flux à 8 balles, ok, certes. Voilà. Mais nous, ce dont on va avoir besoin, c'est ça. CME, Globex, 5 $ par mois, nos sous-sailles. Voilà. Donc, c'est le flux futur le moins cher que j'ai pu trouver. Bon, là, évidemment, on n'aura que le S&P 500. Hein. Moi, avant, je payais la totalité des flux futurs. Hein, ça coûte plus de 1500 balles par an. Et évidemment, aujourd'hui, je me contenterai que de ça et on fera que du S&P 500. Ok, donc on reparlera de tout ça. Je sens que la plupart d'entre vous vont avoir des lumières plein les yeux parce que ça y est, je leur ai donné un nouveau truc à apprendre. Je vous le répète et c'est très important que ça vous rentre bien dans le cerveau. C'est pas plus de 20% d'entre vous seront compatibles avec le scalping. Donc
Donc on commencera d'ailleurs par l'émission psychologie, avant même les émissions techniques, pour que vous compreniez à quel type de psychologie ça correspond. Le scalping. Alors, je vous vois venir de loin parce que c'est une question que j'ai déjà reçue. Et dans ce cas-là, comment ça se fait que toi, tu arrives à tout faire? C'est parce que je suis autodidacte. Voilà, donc j'ai un profil très particulier qui fait que moi, je peux aller partout. Je peux plus ou moins tout apprendre, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et les autodidactes ne sont pas si nombreux que ça. Donc, moi, j'ai de la chance, c'est un avantage. Mais voilà, il faut bien être conscient que moi je peux faire de l'intraday, du scalping, du swing, je peux tout faire parce que je sais m'adapter. Maintenant, ça m'a pris des années pour apprendre tout ça aussi. On est bien d'accord, le scalping, j'ai commencé par ça et j'ai pas appris en 2 semaines. L'intraday, même chose, hein, je me suis pris des cartons et des cartons et des cartons avant que ça commence à rentrer. Même chose pour le swing. Hein. Le swing, c'est plus récent que ça fait 2-3 ans, 2 ans que je dois faire du swing. Je prends encore des cartons, hein, 2-3 ans. Et j'ai pris des cartons en 2017, et en 2018, et en 2019, j'en ai pris un encore. Donc vous voyez, rien n'est jamais parfait. Hein, simplement, voilà. Si vous vous posez la question de comment ça se fait que Phil il arrive à tout faire, c'est juste parce que j'ai un avantage sur vous, je peux apprendre les choses plus vite et je suis capable de m'adapter plus rapidement. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis un génie non plus. Donc, comme tout le monde, je dois bosser, c'est juste que j'apprends plus vite. Voilà. Normalement, il faut au moins 5 ans pour apprendre le métier. Voilà, moi, en 2 ans, j'ai pigé le métier de scalping. 2 ans, j'ai pigé l'intraday. Et en 2 ans derrière, j'ai pigé le swing aussi. Au lieu que ça m'ait pris 5 ans, 5 ans, 5 ans, ça m'a pris que 2 ans pour chaque truc. Voilà. Mais c'était quand même une masse de boulot énorme, hein, que vous vous rendiez compte, et je rechigne pas à la tâche. Hein. Moi, si je bosse moins de 12 heures par jour, c'est qu'il y a un vrai problème. Je bosse plutôt proche de 15 par jour minimum, quoi. Voilà. Et à temps plein, hein. C'est-à-dire je bosse pas, voilà, je me détends aussi, hein, mais disons que je travaille quand même fort et dur pour mériter ce que j'obtiens. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous détaillerai tout ça un peu plus, donc on mettra en place les émissions en fonction donc de ce qui va se passer à Wall Street. Si ça reste toujours comprimé sur la volate et qu'ils veulent nous faire un été calme et en toute volupté, et dans ce cas-là, on fera ces émissions psychologiques, tout ça, et on se dirigera gentiment vers ces marchés. Pour l'instant, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Je vais essayer de négocier les tarifs pour tout le monde. À la limite, ce qu'on fera, c'est que on fera un petit sondage dans Discord pour savoir combien d'entre vous seraient intéressés, hein, et qu'on soit bien d'accord. Le but n'est pas de fermer vos CFD pour aller ouvrir un compte futur et se dire « Ah putain, ça y est, c'est ça la solution à tous mes problèmes », parce que c'est simple. Le scalping, c'est très difficile. Les règles sont simples, mais justement, c'est ce qui les rend extrêmement difficiles à appliquer, tout simplement parce que vous n'allez pas les appliquer. Et ça, je le sais. Hein, donc voilà. Donc le principe, c'est que c'est pas une solution miracle. Ça vous coûtera beaucoup plus cher d'apprendre en scalping que d'apprendre en intraday, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les brokers vous proposent des micro-lots bien plus petits que ça. Hein. Vous pouvez trader à 10 centimes le pip sur la plupart des marchés et des trucs comme ça. Et évidemment, la perte ici, elle vous coûte que dalle. Alors, en scalping, le premier qui se chie, c'est-à-dire le premier mec qui prend un achat, le marché tombe, il refuse de clôturer son contrat, vous allez voir les pertes comme elles sont. Hein. Je vais juste vous coller à la réalité parce que il y en a certains, je sens qu'ils vont le voir, ils vont s'en prendre une. Donc, on va prendre l'exemple. Hein. Donc, S&P 500, voilà, par exemple, vous preniez ici, au lieu de prendre une vente, vous preniez un achat. D'accord ? Donc, admettons, voilà, vous prenez un achat. Et là, vous dites, ouais, putain, je le sens bien, overnight, l'achat, il n'y a pas de souci. Boum, on se réveille là. Alors là, je vous fais le compte, hein, d'accord? Donc vous êtes rentré à 29,33, ça réouvre à 29,09. Donc là, vous prenez 20 contrats dans la gueule, d'accord? 20 points, d'accord? 20 points dans la tronche. Donc là, c'est 20 points à 5 balles le point. Déjà, bon, ça commence. Bon, c'est pas non plus la catastrophe, hein, d'accord. Mais encore une fois, le principe du micro-lot, c'est que vous n'allez pas en prendre qu'un. Hein. Mais donc, notez bien ce truc-là. Ça peut assez vite coûter de l'argent. Bon, là après, c'est quand même des cas extrêmes. Hein, mais voilà, je vous dis, le mec qui voudra faire, qui se dit ah ouais, mais non, mais j'avais raison. Du coup, je transforme mon scalp en trade intraday. Oui, on fait ça quand on gagne sur un trade, mais on ne fait pas ça quand on perd. Donc voilà, vous verrez, c'est des erreurs que typiquement il y en a comme vous, il y en a qui vont faire. Tous les gens qui auront ces psychologies un peu dominantes, je vous l'ai dit, ce sont toujours les plus mauvais scalpers. T'es un dominant, t'es pas fait pour le scalping, tout simplement parce qu'un jour ou l'autre tu vas t'accrocher à ton trade et ça va très 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 mal se terminer. Donc voilà, bref, allez, on finira tout ça, on verra dans la psychologie, les psychologies compatibles, les psychologies incompatibles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront compatibles, mais qui vont devoir travailler sur leur psychologie d'une manière très spécifique pour être compatibles avec le scalping. Il y a des gens qui sont naturellement faits pour ça, hein. On ira très simplement, il y en a
parmi vous que j'ai déjà rencontré en personne et à qui j'ai déjà dit, toi, tu es fait pour être scalper. Et ben, vous, si vous m'écoutez encore aujourd'hui, on va travailler ça. Et ceux à qui j'ai dit, vous êtes fait pour le scalping, vous allez vous régaler. Voilà. Parce que le problème, c'est que pour la plupart, vous aviez des petits comptes et que c'était pas possible. Hein. Faire du scalping avec un compte de moins de 20 000 balles avant, c'était juste impossible. Aujourd'hui, ce sera donc possible pour des comptes allant de... allez, le mini stricto minimum, ce sera quand même 3 4 000 dollars. Hein. C'est-à-dire que si vous avez que 1000 euros, c'est même pas la peine d'espérer. Hein. Ou alors oui, mais il faudra le faire avec les marges intraday à 40 dollars et il ne faudra pas vous rater. Il faut être conscient que vous mettez un poids sur votre capital qui est le levier. Hein. Toujours pareil. Parce que là, comme le prix minimal du contrat sera ça, si vous ouvrez le compte avec 1000 au lieu de l'ouvrir à 3000, tout simplement votre levier il est 3 fois supérieur. Hein. C'est aussi simple que ça. Bref, on verra tout en détail. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Demain, je risque de ne pas être là. Alors, ça dépend du temps. Je ne sais pas quel temps il fera demain. Mais normalement, donc, je dois aller faire mon saut en parachute. Enfin, mes sauts en parachute. Et s'il fait beau, j'y vais. S'il fait pas beau, j'y vais pas. Donc, je sais pas, mais demain, s'il n'y a pas d'émission, vous vous inquiétez pas. C'est juste tout à fait normal. Pardon, évidemment. Alors, je sais que ça, vous allez gueuler direct sinon, donc je le fais tout de suite. J'ai complètement oublié de vous parler des cryptos, et pourtant, il y a des choses à dire. Donc, l'Ethereum se réveille, comme on l'a dit, mais alors là, hier, ça s'est réveillé beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, avec une news, apparemment, ça passe en proof of stake fin juin, ou je sais plus, un truc comme ça. Ça pourrait commencer la transition vers le proof of stake, donc ça paye pour l'instant. Donc là, on voit bien, hein, on avait dit attention à la fausse sortie et la réintégration. Pire, donc on a un pullback et une accélération, retour vers la résistance. On voit bien en 4 heures, ce schéma, normalement, vous devez être très rapidement capable de l'identifier. D'accord, c'est le schéma du breakout. Donc c'est canal de tendance, canal de contexte, tendance, tendance, contexte. Normalement, ici, on avait déjà tout pour breaker, rappelez-vous, et ça broute, ça broute, ça broute, raison pour laquelle j'avais déclenché mon TP partiel ici. Je vais remettre du cash, hein, qu'on soit bien d'accord, ce cash qui a été sorti, là, je vais le remettre, mais ici, ça ne me semble pas encore adapté. Là, mais vous voyez, hop, ici, on avait tout ce qu'il fallait, le breakout, sauf que, putain, ça vient chercher la target et ça échoue. Donc là, c'est le problème, hein, c'est-à-dire qu'ici, on aurait dû trouver le flux qui accélérait à travers. Vous voyez, là, on avait bien le canal de tendance bien pété, on n'avait plus qu'à accélérer à travers le canal de contexte, et ça a bloqué. Donc là, on va le retenter une deuxième fois, et on a refait le même schéma, c'est-à-dire contexte, tendance, tendance, contexte. Donc là, on est prêt à péter, on a le breakout, d'accord ? Donc là, il y a tout ce qu'il faut sur Ethereum pour une ascension des prix. Donc, voilà, c'est les trades spéculatifs. Je pense qu'on est toujours bien à l'achat dedans, raison pour laquelle, encore une fois, hein, même si j'ai pris un profit partiel ici, je restais acheteur, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ici, ça aurait pu chuter, mais on voit qu'ici, ce n'est pas le cas. Les acheteurs reprennent le marché en main. Je pense que cette fois, on va vers le breakout Ethereum. Il y a un news flow positif. Normalement, c'est Target et FOMO à venir derrière. En gros, target, on travaille un peu et ensuite on va chercher les objectifs résistants. Si jamais on est vraiment FOMO, hein, c'est pas impossible, dans la prochaine zone, c'est 400. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que mon trade spéculatif s'arrête là. Qu'on aille à 400 ou pas derrière, je n'en ai strictement rien à foutre. Moi, je m'arrête à 280, c'est là qu'il y a mes limites au marché et point final. Bref, donc pour l'instant, ceux qui veulent jouer le breakout, d'accord, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui vont jouer que la partie breakout, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, ça y est, vous avez le breakout de cycle, là, depuis cette bougie-là, elle est clôturée. Donc normalement, ici, Ethereum, vous pouvez acheter aujourd'hui en intraday. Vous savez comment se gère un trade en breakout, d'accord, c'est-à-dire vous le prenez là, ici, tout de suite, maintenant. Normalement, je ne fais pas ce genre de truc, donc ce n'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Je vous dis juste, si vous aviez prévu de trader ce truc en breakout, voilà comment ça se passe. Pour réaliser l'entrée acheteuse ici, le TP1 se fait là, d'accord, il permet de payer le stop que vous placez sous le support. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est le stop minimum ici, d'accord. Mais alors, minimum, moi je vous recommanderais de le mettre là pour être sûr de ne pas vous faire emmerder, c'est-à-dire bien dans le canal. Parce que, attention, si on revient faire un pullback sur le canal, si vous vous faites péter le stop, c'est quand même la loose, quoi. En sachant que sur un trade en breakout, vous êtes obligé de mettre un stop au marché. D'accord ? Vous connaissez les problèmes chez certains brokers, donc moi voilà, je pense que le stop ici, c'est plus malin, et c'est de dire, une fois que vous arrivez là, ok, vous pouvez le remonter ici, et vous dire que votre stop est payé.
ok. Après, si le marché accélère à travers la target, c'est que votre breakout est réussi, qu'il est suivi. Dans ce cas-là, vous gardez la moitié de votre position pour viser les objectifs, c'est-à-dire, comme toujours, la divergence, le pullback, et vous sortez sur la fin de la tendance. Bon, là, comme on risque d'avoir une vague FOMO, vous mettez au moins une limite à 280 pour que si jamais on fait une grosse méchasse là-haut, vous soyez exécuté. Ok. Voilà comment on gère ce truc. Bon, normalement, vous ne devriez pas être surpris. C'est donc un breakout 4 heures qui pourrait arriver. Pour moi, tout est là graphiquement pour que ça se produise. Je ne vois absolument pas ce qui vous empêche d'y prendre part. Ceux qui ont déjà les trades spéculatifs, prendre le breakout, ce n'est pas obligatoire. Hein. Ce n'est pas une nécessité. Par contre, là, vous êtes au moins stop break-even. Ce que vous pouvez faire, c'est remonter le stop. Voilà, c'est de vous dire, vous mettez le stop là, en win. Et là, vous êtes garanti donc d'avoir un achat aujourd'hui. Hein, les stops ici, ça me paraît plus rationnel. Là, on va chercher un breakout. Remontez vos stops sous le dernier support. Pour ceux qui ont pris des trades spéculatifs Ethereum. Ceux qui veulent utiliser ce cash, hein, d'accord, encore une fois, cet argent-là, c'est de l'argent que vous pouvez réinvestir dans le breakout. C'est comme vous voulez. Dans ce cas-là, vous calculez la taille de la position que vous pouvez renforcer. Je vous explique comment on fait ça, d'accord. Donc vous vous dites, admettons, vous avez acheté ce truc-là ici en spéculatif avec un levier 0,1, d'accord, ce qui était à peu près ce qu'il fallait faire ici. Vous avez donc 2% aujourd'hui de gains garantis dans la caisse, 2% de capital que vous pouvez réinvestir, d'accord. Donc, vous vous dites, si je prends le même trade avec 0,1 sur un prix d'achat ici, ok, et que mon stop est là, effectivement, le stop, c'est 20% de perte, donc 2%. Donc là, vous pouvez doubler la taille de la position. Est-ce que vous captez le principe? C'est-à-dire que là, vous pouvez remettre autant de contrats que vous en aviez acheté ici. D'accord? Mettons ici, vous avez acheté 20 Ethers, ben là, vous pouvez racheter 20 Ethers, et en fait, si ça tombe ici, vous ne perdez rien. Est-ce que vous captez le principe? D'accord? Puisque si ça retombe ici, vous gagnez 2% et vous perdez 2% ici. C'est beau, non? Voilà comment on pyramidalise une tendance. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent jouer le renfort en prenant un peu plus de risques. Moi, honnêtement, voilà, je ne suis pas super emballé. Je n'ai pas envie de réinvestir mon risque. Je préfère sécuriser mon capital. Donc moi, je remonte mon stop ici. C'est tout ce que je fais pour aujourd'hui. Mais techniquement parlant, ceux qui veulent le faire, moi, je ne vois pas de contre-indication à ça. C'est une prise de risque supplémentaire. Vous risquez de gagner peanuts si ça tombe. Hein, voilà. Il ne faudra pas pleurer. Par contre, la différence, c'est que moi, si ça tombe, je prendrai 2%. Et voilà. OK ? C'est à peu près ça, c'est pour la psychologie et que vous compreniez un peu ce truc-là. Donc si vous avez le goût du risque et que vous savez supporter le risque, pourquoi pas. Si vous êtes plutôt profil à faible risque et que dès que ça retourne un peu, vous doutez, je vous conseille plutôt de mettre un stop win et de laisser la tendance s'apprécier. Ça vous aidera à travailler la psychologie. Voilà, allez, désolé, donc c'était pour ça. Je colle ça donc à la fin de la vidéo et je vous le signifierai dans les commentaires.